Eh ben, je vous propose, on commence tout de suite ce temps d'échange. Donc, pour rappel, ce temps d'échange, ce webinaire intitulé «L'alternance dans les associations, on vous donne les clés» est un temps d'échange proposé par le mouvement associatif et co-organisé avec la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Chambre régionale économie sociale et solidaire. Ce temps d'échange durera 1h30. On terminera donc ce webinaire à 17h30. Quelques informations techniques en amont des différentes présentations. Donc, pour bien profiter pleinement de ce webinaire, on vous demande de bien vouloir regarder vos micros et si vous le souhaitez, vos vidéos coupées pour l'instant, puisque en dernière partie de ce temps, on vous proposera un temps d'échange. Mais en attendant et pour bien respecter l'ensemble des présentations qui vous sont proposées, on vous demande de bien garder vos micros coupés pour faciliter les interventions. Toutefois, n'hésitez pas à faire remonter vos difficultés techniques si vous en avez via l'onglet discussion. Donc, c'est mon collègue Marc qui pourra vous venir en aide. De plus, tout au long du webinaire, vous pouvez utiliser ce même onglet chat pour noter vos questions que vous avez soit envers les différents intervenants, soit sur le thème de l'alternance. L'ensemble des questions sera collecté et on aura donc ce temps d'échange de questions-réponses en dernière partie, pour reprendre l'ensemble des questions que vous aurez posées et répondre avec les intervenants et les participants. Vous pouvez également utiliser cet onglet discussion pour noter vos commentaires. Merci d'être bienveillant dans vos commentaires. Et enfin, en dernière partie, si vous le souhaitez, vous pourrez également prendre la parole pour faire un retour d'expérience que vous aurez que vous avez vécu sur ce thème de l'alternance. Donc, vous pourrez utiliser l'onglet lever la main et on distribuera la parole entre les participants intéressés pour contribuer à ces échanges. Et ben voilà, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous remercie pour votre participation. Pour rappel, donc, ce webinaire a été proposé dans le cadre de la démarche PMAE, Petite et Moyenne Association Employeuse, qui est une démarche proposée en Auvergne-Rhône-Alpes par différents acteurs et portée par différents acteurs, donc acteurs de l'accompagnement, à savoir les têtes de réseaux associatifs, comme le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, ses membres, mais aussi d'autres têtes de réseaux associatifs telles que Savara. C'est une démarche également dans laquelle est intégrée les structures porteuses de DLA, dispositif local d'accompagnement, France Active Auvergne-Rhône-Alpes, la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, l'UDES et différentes collectivités et services de l'État. Cette démarche est financée et est élaborée en partenariat avec la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, pour ce temps sur l'alternance, peut-être 2-3 constats qui ont été posés par les différents acteurs qui portent cette démarche de l'accompagnement petites et moyennes associations employeuses. Donc, l'alternance, c'est un thème qui avait été retenu déjà depuis quelques temps, en 2020, comme un thème prioritaire à travailler avec les acteurs de l'accompagnement et à savoir pour les petites et moyennes associations employeuses. L'alternance, c'est un moyen privilégié pour sensibiliser les jeunes au monde associatif, les former et les recruter. Les associations ont parfois recours à l'alternance et elles le valorisent souvent en proposant à la suite de cette alternance un contrat durable. Cependant, on constate encore une certaine méconnaissance du dispositif ainsi que les liens avec les secteurs d'activité et les métiers. Et de même, on note différentes appréhensions par les associations sur le montage financier du projet de l'accueil d'un alternant, sur également l'encadrement et les questions qui sont reliées au tutorat de l'alternant, et également sur le repérage des formations qui proposent des formations en alternance. Donc, toutes ces difficultés, tous ces constats représentent parfois des freins au développement de l'apprentissage. On a voulu proposer ce temps d'échange avec les différents acteurs que je vais tout de suite vous présenter pour justement
donner des leviers pour aller au-delà de ces freins et soulever en tout cas des possibilités pour les associations. Donc, on vous propose pour ce temps de rencontre des interventions qui vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux et les finalités de l'alternance dans les associations, qui vont également nous permettre d'être mieux informés sur les dispositifs existants et encore accessibles pour recruter et avoir accès à l'apprentissage, donc pour les associations. Ça sera également un temps d'échange et qui nous permettra d'avoir des retours d'expérience de la part de 2 associations et peut-être également des vôtres. Et tout cela nous permettra d'être mieux outillés pour mieux accompagner notre association, notre structure ou des associations qui sont volontaires pour accueillir des alternants. Sans plus attendre, je vais présenter Jean Bajard, donc de Uniformation. Donc, Uniformation qui est l'opérateur de compétences de la cohésion sociale et qui accompagne 20 branches professionnelles sur les enjeux de l'emploi et de la formation. Donc, Jean Bajard va nous présenter quelques données sur le métier de l'alternance, les dispositifs, les dispositions financières et les outils à disposition qu'offre Uniformation pour l'accueil et pour l'accompagnement des associations. Jean, merci pour votre présentation. Bonjour à toutes et tous. Je vais reprendre le partage d'écran. Vous allez juste me confirmer que vous voyez bien. Oui, c'est tout bon. OK. Donc oui, Jean Bajard, conseiller emploi-formation au sein de l'OPCO de la cohésion sociale. J'interviens principalement sur la zone de Rhône métropole, mais j'ai également la casquette de référent alternance au niveau régional. La plupart des personnes qui sont connectées, il y en a qui sont adhérents au sein d'Uniformation, donc ce sera l'occasion de pouvoir échanger par rapport à l'alternance. Au niveau de la présentation que je vous ai proposée, on va d'abord revenir très rapidement au niveau du contexte. Je vous renvoie à la réforme de 2018 au niveau de la formation professionnelle qui a donné vraiment un nouvel élan, un souffle au niveau de l'alternance, avec notamment une remise à plat des conditions de prise en charge du contrat d'apprentissage. Ça a libéralisé l'offre de formation, la possibilité à la plupart des structures de pouvoir se monter en CFA. Ça a été remis à plat également le système de financement. Bref, on avait parlé du Big Bang de la formation professionnelle, donc ça a atteint également la logique de l'alternance. Pourquoi j'interviens aujourd'hui? Je suis un opérateur, je fais partie d'un opérateur de compétences, un OPCO, qui est né pareil de cette réforme de la formation professionnelle. Uniformation, c'est l'OPCO de la cohésion sociale. Il faut savoir qu'il y a 11 OPCO dans le paysage. Nous, on s'occupe plus particulièrement, enfin, on se définit comme la structure qui soutient ceux qui s'engagent dans l'accompagnement de la personne dans toutes les étapes de la vie. C'est vraiment le positionnement d'Uniformation. En tant qu'opérateur de compétences, on va avoir 3 champs d'intervention sur le domaine de la formation, sur le domaine de l'emploi et bien évidemment du domaine de l'alternance. Mais on ne le fait pas pour l'ensemble des entreprises associations de France et de Navarre, on le fait pour celles et ceux qui appartiennent aux 20 branches professionnelles que nous couvrons et également les structures sans convention collective qui relèvent de ce champ. Voilà, je vous ai montré un petit aperçu des 20 branches professionnelles que nous couvrons. Et ici sont regroupées dans la partie vie civile toutes les associations qui sont hors branche, mais qui relèvent du périmètre de notre opérateur de compétences. Le document que je projette vous sera communiqué à la suite de cette présentation. Qu'attend que je m'accorderai à vous présenter aujourd'hui, rapidement des données sur le métier et l'alternance. Les dispositifs de recrutement, je ferai un focus sur le contrat d'apprentissage et le contrat pro.
comment on le finance, et puis à la fin, si on a le temps, quelques outils que nous proposons chez Uniformation dans le cadre de l'alternance. Donc pour commencer, les quelques petites informations qui sont issues de notre baromètre. On a coutume de faire toutes les années un baromètre de l'emploi et qui nous permet d'interroger nos différents adhérents pour savoir quelles sont leurs perspectives, notamment de recrutement. Et on a un focus sur l'alternance, ce qui nous a permis, vous voyez comme ce qui est affiché à l'écran, de pouvoir mettre en avant, alors dans le périmètre, j'entends des adhérents d'Uniformation, quels sont les métiers qui sont le plus recherchés dans le cadre d'une alternance. On voit notamment que le top 3 est occupé par les auxiliaires de vie sociale, ce qu'on va retrouver dans la branche de l'aide à domicile, que nous gérons, notamment branche de l'aide à domicile associative, mais également les chargés de communication marketing. On en reparlera par la suite, mais c'est quelque chose qui est assez prisé en alternance au niveau des petites associations. Et en troisième, le personnel administratif. Ici, je vous ai mis un focus à l'écran sur une répartition un peu similaire, mais par branche. C'est-à-dire qu'on a dissocié les différentes branches que nous couvrons. Et si je prends par exemple la branche éclat, la branche de l'animation, on voit que spécifiquement pour cette branche, parmi nos répondants, les 3 métiers qui arrivent en priorité de recrutement, ça va être les animateurs spécialisés enfance et jeunesse, l'animateur, animatrice socioculturelle et en troisième lieu, chargé de communication, marketing. Ça, c'est juste pour vous donner à voir quelques éléments chiffrés vis-à-vis de l'alternance. On passe maintenant au dispositif de recrutement en tant que tel. Donc, quels sont-ils? Je vais m'accorder à vous présenter donc, les deux principaux outils de recrutement que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, en passant de l'un à l'autre et en vous dissociant tant au niveau des spécificités que dans la partie financement. Pour commencer, le contrat d'apprentissage, il a pour objectif, lui, de permettre à un jeune d'acquérir un diplôme ou un titre pro via une formation en alternance. Donc on est vraiment focus diplôme là. On a un public spécifique qui est un public jeune âgé de 16 à 29 ans révolus. OK. Si jamais on a un profil travailleur handicapé ou qu'il soit créateur d'entreprise, la borne supérieure de l'âge de 29 ans révolu saute et on n'a pas de limite d'âge. Concernant la forme, lorsque l'on va signer un contrat d'apprentissage, il sera soit à durée limitée, soit en CDI, mais dans tous les cas, il sera à temps plein. OK? Pas de temps partiel dans le cadre du contrat d'apprentissage. On verra qu'il y a un cas très, très, très spécifique, notamment du côté des travailleurs handicapés, pour avoir une possibilité de faire à temps partiel. Mais la majorité des cas, on est sur du temps plein de base. Il y a un système de période d'essai à l'intérieur de ce contrat d'apprentissage. Et il faut savoir, mais ce ne sera peut-être pas le lieu aujourd'hui de discuter de cet aspect-là, il y a possibilité pour quelqu'un qui serait déjà salarié de la structure associative, qui serait déjà en CDI, il a la possibilité de pouvoir suspendre son contrat CDI pour signer un contrat d'apprentissage. On en parlera peut-être dans un deuxième temps ou via une question pour rentrer dans le détail sur ce point-là. Je vous ai fait à chaque fois sur les slides que je vous envoie, il y a un petit lien pour renvoyer vers notre page d'information sur notre site sur les spécificités du contrat. Si on passe du côté du contrat de professionnalisation, là, l'objectif est légèrement différent. L'objectif, c'est d'acquérir une qualification professionnelle nécessaire à l'exercice d'un métier et répondant à un besoin de recrutement immédiat de l'employeur. Pourquoi il y a une petite différence? Pour la simple et bonne raison que le contrat de professionnalisation est plus récent. Le contrat d'apprentissage existe depuis très longtemps, alors que le contrat pro est issu notamment de la loi Borloo en 2004-2005, je ne sais jamais précisément la date, mais on voit que c'est quelque chose qui est plus récent et qui répondait à un besoin spécifique des employeurs de pouvoir acquérir une qualification. Donc, c'est-à-dire qu'un contrat pro, on n'est pas forcément obligé d'avoir un diplôme au bout. On peut avoir une reconnaissance d'une qualification dans une convention collective ou aller vers un CQP, par exemple. Le public, là, il est différent parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. En revanche, il y a présence d'un public
spécifique qui permet, dans certains cas, à avoir une forme de contrat légèrement différente. Les publics spécifiques, c'est les jeunes sans qualification, les demandeurs d'emploi de plus d'1 an, les bénéficiaires de minima sociaux, allocations adultes handicapés ou sortant d'un contrat aidé. Là, quand on est face à un public spécifique, la possibilité qu'on aura, c'est de pouvoir faire un contrat de professionnalisation plus long. Voilà, en gros, pour résumer les spécificités. En termes de forme, on est soit sur un CDD ou une forme CDI, comme le contrat d'apprentissage, mais il peut être soit à temps plein, soit à temps partiel. Donc, vous voyez une première différence vis-à-vis du contrat d'apprentissage, puisque je vous ai dit que le contrat d'apprentissage, on était sur du contrat à temps plein. Un petit focus sur la rémunération. Je vous ai affiché à l'écran les 2 grilles de rémunération de ces contrats. Car l'autre spécificité de ces contrats en alternance, c'est que vous devez rémunérer ce salarié selon une grille préétablie. Et cette grille, elle est différente selon qu'on est face à un contrat d'apprentissage ou un contrat pro. Pour le contrat d'apprentissage, on prendra en compte l'année et on prend en compte l'âge de l'apprenti et l'année avec le contrat, avec la structure qui est passée. Si on a un contrat d'apprentissage qui va s'étaler sur 2 ans et que la personne attaque ce contrat à 21 ans, et ben la première année, elle sera à 53% et la deuxième année de contrat, elle sera à 61%. Le contrat pro, lui, est différent. On se fait en fonction de l'âge de la même manière, mais on va regarder quel est le niveau de qualification au départ de la personne qui signe le contrat pro. Si c'est quelqu'un qui a un diplôme non professionnel inférieur au bac, qui a 21 ans et qui attaque la formation, il sera à 10% du SMIC. Et si jamais la personne a un niveau, alors il faudrait que je regarde s'il n'y a pas, je pense qu'il y a une petite coquille au niveau des pourcentages. Je vous renverrai la grille peut-être remise à jour parce que j'ai l'impression qu'il y a un élément inversé. En tout état de cause, on est sur un pourcentage qui va varier donc selon l'âge de la personne et selon la qualification qu'elle a au départ du contrat. Voilà, je vous ferai bien passer la petite modification à Amélie pour que vous ayez la version mise à jour. Ce qui est un point important entre ces 2 types de contrats, c'est qu'en termes de cotisation patronale, il n'y a pas de différence entre les 2. C'est-à-dire que vous bénéficiez dans les 2 cas d'un allègement de cotisation en tant que personne employeuse. Cet allègement de cotisation, il est là parce que le salaire versé, il est inférieur à 1,6 fois le SMIC. Donc c'est pour ça que dans les 2 cas, vous êtes sur des charges patronales minorées qui sont de l'ordre de 7% de mémoire. Je passe maintenant au niveau d'un autre point. On a dit que la rémunération était un point important sur le contrat en alternance. Un second point important, c'est que pour ces 2 contrats, vous devez nommer une personne qui fera office de tuteur. Il faut savoir que le contrat d'apprentissage, lui, il a un nom spécifique. On appelle ça le maître d'apprentissage. Donc dans les 2 cas, vous devez en nommer un, peu importe le contrat que vous choisissez entre les 2. C'est fondamental parce que ce tuteur, il va vraiment permettre de faire le lien entre l'alternant, l'école, les compétences qu'il acquiert à l'école, les compétences qu'il acquiert au sein de votre structure. Donc c'est vraiment un point important et un rôle important. Il faut savoir que c'est pas n'importe qui peut être tuteur ou maître d'apprentissage. On va voir dans la slide suivante qu'il y a des prérequis spécifiques. En tout cas, l'objectif, c'est que vous, employeur, vous puissiez dégager du temps pour que la personne qui sera tuteur ou maître d'apprentissage puisse assurer sa fonction. Il faut savoir qu'il existe des formations de tuteurs et ces formations sont notamment proposées par Uniformation, par l'OPCO. C'est des formations gratuites qui permettent aux personnes que vous avez désignées comme tuteurs ou maîtres d'apprentissage de pouvoir être formés à cette fonction. Généralement, c'est dans tous les OPCO, on trouve cette possibilité gratuite. Je vous ai montré à l'écran très rapidement la différence entre le maître d'apprentissage et le tuteur au niveau des conditions de prérequis. Je vous laisserai en prendre connaissance tranquillement quand on vous enverra le support. La différence, c'est que généralement, dans les 2 cas, on va demander à posséder soit un minimal diplôme et une expérience professionnelle minimale, soit alors une expérience un peu plus fournie dans le domaine d'activité, dans la qualification qui est visée. OK ?
En dernier point, la partie financement donc de ces contrats en alternance. Je vous ai indiqué les modalités d'un point de vue plutôt, j'ai envie de dire, juridique et forme de ces contrats. Là, on va parler de la partie financement. Le contrat d'apprentissage, pour commencer, il a une manière très particulière d'être financé. Il est pris en charge, certes, par l'opérateur de compétences, comme le contrat de professionnalisation, mais on est sur la base d'un niveau de prise en charge. On appelle ça le NPEC, c'est-à-dire que pour chaque certification, pour chaque diplôme, il y a un niveau de prise en charge qui a été déterminé. Ok, ce niveau de prise en charge, il peut éventuellement légèrement être modifié selon les branches professionnelles si elles ont décidé de rehausser ce niveau de prise en charge. Il n'empêche que chaque diplôme a un niveau en face. Exemple, diplôme X ou diplôme Y, niveau de prise en charge, 8 000 € par an, par exemple. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Il faut savoir qu'il y a une majoration qui intervient dans le cas d'un apprenti qui aurait une situation de handicap où on pourrait rehausser ce niveau de prise en charge. OK, donc un diplôme, un niveau de prise en charge assuré par l'OPCO auprès du CFA. L'objectif étant que la formation soit totalement prise en charge pour l'employeur. Côté contrat pro, complètement différent. On est sur une prise en charge par l'OPCO de manière forfaitaire et c'est l'OPCO qui fixe la prise en charge. Pour exemple, chez Uniformation, nous, on a un forfait à 15 € par heure de formation pour le contrat de professionnalisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder combien il y a d'heures théoriques dans le contrat pro. Exemple, si on veut faire un BPGEPS, il y a 600 heures théoriques, et ben on prendra 600 fois 15 €. Il faut savoir que certaines branches ont rehaussé cette prise en charge et on a notamment des branches chez Uniformation qui montent jusqu'à 18 € par heure. Donc vous voyez la différence. D'un côté, on a un niveau de prise en charge qui est fixé par diplôme. De l'autre, on est sur un forfait qui est appliqué à toutes les formations prises en charge. Un petit mot sur les aides qui existent et je terminerai là-dessus. Les aides exceptionnelles, il y a aujourd'hui une aide exceptionnelle qui est versée pour toute signature d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat pro de moins de 30 ans avant le 30 juin. Si aujourd'hui vous signez un contrat avec ce type de profil avant le 30 juin, vous avez une aide exceptionnelle de 8 000 € qui vous sera versée si vous êtes une structure de moins de 250 salariés. Si vous êtes plus de 250 salariés, ce qui n'est pas a priori la cible d'aujourd'hui, vous avez des conditions spécifiques pour pouvoir y accéder. J'insiste sur cette date du 30 juin 2022 puisqu'on est bien sur la signature du contrat, le contrat pouvant s'exécuter quelques jours ou quelques semaines après. Au-delà des aides exceptionnelles, il y avait des aides prévues dès le démarrage de ces contrats pro et ces contrats d'apprentissage. Je vous ai affiché à l'écran puisque la logique, c'est que dès le 1er juillet, ces aides prendront le pas aux aides exceptionnelles que l'on a connues actuellement suite à la crise sanitaire. Après, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période d'élection, donc il va sûrement peut-être y avoir des changements vis-à-vis de ces aides à venir. En tout état de cause, on se focus sur les 2 slides que je vous ai montrés. L'aide exceptionnelle qui va se terminer pour tout contrat avant le 30 juin et puis ces aides-là que je vous affiche à l'écran qui, elles, perdureront après le 1er juillet 2022. Il faut savoir que pour une personne RQTH, du côté de la GFIP, on va également pouvoir solliciter des aides pour vous en tant qu'employeur. Autre point important, l'alternant n'est pas pris en compte dans le calcul des effectifs pour une structure. Donc ça a une incidence pour tout ce qui serait notamment cotisation, formation, etc. Je vous ai laissé sur les slides des outils que l'on vous propose. Je ne vais pas avoir le temps de vous les présenter maintenant, mais vous n'hésiterez pas à cliquer sur le lien ici que je vous ai indiqué dans la slide. Ça vous permettra de connaître tous les outils qu'on propose, notamment des comparateurs, des outils pour rechercher des formations vis-à-vis des thématiques ou des compétences établies par rapport à l'alternance. Alors, j'entends, c'est des outils à destination des adhérents Uniformation, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui connectés, donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ces différents outils. Voilà, j'ai terminé de mon côté à peu près dans les temps, 16h27. Plutôt pas Merci mal. beaucoup.
Merci beaucoup, Jean. Oui, on aura peut-être l'occasion de revenir à la fin et lors du temps d'échange sur les différents outils proposés, en effet, qui peuvent être des leviers pour les associations. En tout cas, c'est important de les souligner. On souligne également que, voilà, comme vous l'avez déjà dit dans votre présentation, il existe bien sûr d'autres OPCO qui proposent et qui accompagnent les structures dans leur projet de montage et pour un projet d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers votre OPCO si ce n'est pas Uniformation. Ça peut être l'AFDAS pour les structures de culture, médias, loisirs et sports. Donc, l'ensemble des OPCO proposent différents outils à disposition de leurs adhérents. Et bien, tout de suite, pour illustrer justement cette pratique et cette mise en place justement de contrats d'alternance, on souhaite proposer et donner la parole à Hélène Angleret, donc déléguée régionale de l'UFCV Auvergne-Rhône-Alpes. L'UFCV, c'est une association nationale de jeunesse et d'éducation populaire qui a pour objet de susciter, promouvoir et développer l'animation socio-éducative, culturelle et sociale et qui propose donc des actions de formation et d'insertion. Et donc, l'UFCV est également membre de l'UNAT, Réseau national des associations du tourisme social, qui partagent la volonté de proposer un tourisme et des vacances de qualité accessibles à tous. Donc, Hélène, vous allez nous présenter votre réflexion que vous avez eue au sein de l'UNAT sur l'accueil d'un alternant, pourquoi ce choix-là et l'accompagnement auquel vous avez eu accès par l'OPCO pour le montage financier et sur l'accompagnement de l'accueil. Hélène, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, à l'UNAT, on a fait le choix il y a quelque temps déjà de recruter par le biais de l'alternance, en fait, effectivement, un salarié, une salariée en l'occurrence, pour notre expérience. Alors, pour plusieurs raisons, parce que je pense que sauter le pas d'un recrutement en alternance, c'est quelque chose qui doit être pensé en amont, notamment sur une association comme l'UNAT, au sein du bureau et plus largement au sein du conseil d'administration. On a essayé de voir aussi quels allaient être à la fois les atouts de ce choix de recrutement d'alternance, mais aussi les contraintes. Donc aujourd'hui, on s'était dit qu'il y avait vraiment, je dirais, la plus-value sociale, les valeurs qu'on défendait, l'accompagnement de la personne qui faisait que sauter le pas du recrutement en alternance, c'était aussi illustrer nos choix en fait sur les valeurs sociales et solidaires qu'on portait. On a aussi fait ce choix parce qu'on a vu en ce recrutement la vraie plus-value de tester finalement la mise en place de projets, de certains projets, notamment sur des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément les financements à l'instant T, donc pas forcément derrière des produits à mettre en place aussi. Donc c'était aussi, il ne faut pas se le cacher, un choix qui pouvait être analysé d'un point de vue financier également, parce que tout à l'heure Jean Bajard a expliqué qu'il y avait quand même un appui fort sur ce recrutement qui pouvait soulager les petites associations pour sauter le pas. Donc derrière, il y avait aussi le choix de se lancer pour lancer des projets qu'on n'avait pas eu encore, nous, dirigeants bénévoles, l'opportunité de lancer par manque de temps, parfois aussi par manque de compétences, parce que malgré tout, on est bénévole et on n'a pas toutes les compétences pour mener tous les types de projets sur nos associations, même si on est adhérent à la tête de réseau. Donc, on avait vraiment réfléchi ça de façon globale. Voilà. Et je dirais collectivement, c'est vraiment un choix de conseil d'administration, pour le coup, dans la démarche globale. Alors, une fois la décision prise, comment ça s'est passé ? On s'est rapproché pour nous d'Uniformation, effectivement, pour avoir effectivement un accompagnement technique au-delà de l'accompagnement financier. Alors, nous, la démarche, elle a été aussi en parallèle de faire un choix de formation, en fait. C'est-à-dire, au-delà d'un choix de candidat, on a fait un choix de formation. Alors après, il se trouve qu'au sein du conseil d'administration, on est plusieurs à bien maîtriser l'outil de formation. Donc, pour le coup, ça a été facilitant. Mais en vrai, aujourd'hui, voilà, il
il y a beaucoup de sites en fait, régionaux via compétences, par exemple, sur lesquels on peut trouver toute l'offre de formation du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui permettent en fait d'aller faire une recherche un petit peu plus poussée en fait, par rapport à une formation qu'on aurait prédéfinie ou une thématique de formation qu'on aurait choisie, un niveau évidemment. Pour nous, sur cette expérience, on avait choisi un master en économie sociale et solidaire, donc qui se déroule à Lyon. Voilà, donc effectivement, on a recherché la formation, on a pris contact et ensuite, dans un deuxième temps seulement, on est allé rechercher le candidat. Alors, pour le coup, l'expérience que j'en ai à l'UFCV avec mon autre casquette, c'est que l'inverse est également possible. C'est-à-dire, on peut avoir le candidat qui a déjà choisi sa formation et qui va se rapprocher de nous parce qu'on est une structure en fait, qui correspond à sa recherche d'emploi en alternance et qui va directement s'adresser à nous. Et donc, finalement, le candidat arrive avec la formation. Alors, à l'UNAD, ce n'est pas l'expérience qu'on en a, mais pour le coup, je sais par ailleurs que ça fonctionne aussi très bien. Donc, pour la recherche de candidats, nous, on s'est tourné vers les réseaux classiques. Je vois qu'il y a des représentants de ces réseaux, l'amie Laura notamment, qui est présente avec nous. Donc, nous, on s'est effectivement tourné vers les réseaux missions locales, les réseaux Pôle emploi. On a utilisé les réseaux sociaux, évidemment, voilà, comme aujourd'hui beaucoup de partenaires sur le recrutement. Le conseil régional met en place aussi aujourd'hui un outil. Il y a les dispositifs, un jeune, une formation, un jeune emploi. Bon, voilà. Et puis évidemment, l'école, parce qu'il ne faut pas oublier que l'école a aussi des jeunes qui sont inscrits sur le dispositif de formation et donc des candidats. En fait, nous, on a retenu la candidate proposée par l'école, pour le coup, dans l'expérience que je partage ce soir avec vous. Je dirais qu'il y a aussi quelque chose que je veux mettre en lumière, c'est que effectivement, je pense que quand on est sur un recrutement d'alternants dans une petite ou moyenne entreprise, il y a vraiment une attention particulière à porter au profil de la personne qu'on recrute. Voilà, ça peut être le premier, voire le second salarié de la structure. Donc, quelqu'un qui peut débuter aussi dans un emploi, même s'il est en alternance, ça reste un emploi. Et donc, pour le coup, de se mettre des critères en termes d'autonomie, d'organisation, en fonction de l'encadrement qu'on va pouvoir lui proposer. Il y a des salariés, il n'y en a pas, il y en a 2, il y en a 3, il n'y a que des dirigeants bénévoles. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on avait réfléchi en amont sur notre capacité à accompagner cet alternant, son niveau d'autonomie, ses capacités organisationnelles. Est-ce qu'il ou elle avait une première expérience du monde du travail? Est-ce que c'était pour nous un incontournable, cette première expérience qui pouvait être un stage, mais effectivement, on a aussi analysé ça au regard de ses conditions d'accueil. À l'époque, on était dans les locaux de la CRES, il n'était pas seul, il était entouré par des équipes, même si ce n'étaient pas des équipes salariées de l'UNAT, malgré tout, c'est quelqu'un qui n'était pas seul. Et je pense que ça, c'est important sur nos petites structures employeuses, effectivement, de pouvoir réfléchir en amont, au-delà du candidat, au-delà, je dirais, de la formation que peut proposer l'établissement d'enseignement et des candidats qui se proposent de réfléchir aussi aux conditions qui vont être celles de son accueil et au profil de fait qui est adéquat aussi en tenant compte de ces conditions d'accueil. Pour le montage financier, alors je dirais que ça a roulé parce que bien accompagné par une e-formation, c'est vraiment quelque chose sur quoi d'expérience il ne faut pas considérer comme un frein. Pour le coup, et encore moins aujourd'hui, je crois, Jean, que ça ne l'était quand on a sauté le pas, parce que voilà, les contrats de pro, les contrats d'apprentissage, je vois, sont gérés par les OPCO. Donc, il y a des simulateurs aussi sur le site de l'État. Voilà, j'ai un candidat de 19 ans, il suit telle formation. Bon, voilà, il y a des simulateurs, mais pour le coup, nous, notre interlocuteur, ça a vraiment été une e-formation. Et donc, du coup, ça a été quand même extrêmement facile, ce montage financier, les solutions financières. Je dirais que c'est presque automatique, la simulation financière, quand vous avez le candidat. Et si vous n'avez pas le candidat, son âge, enfin, ce que Jean a présenté tout à l'heure, au final, ça permet quand même de faire des simulations qui peuvent permettre de projeter un budget pour ce recrutement.
Donc, la phase suivante, on a choisi le candidat, on a choisi la formation, on avait critérisé des profils, et ben, cette personne est arrivée voilà, au sein de l'UNAT. Nous, on avait choisi un binôme, en fait, de maître d'apprentissage, c'est-à-dire 2 personnes identifiées. C'est aussi une possibilité. C'est aussi la possibilité qu'on a choisie en tant que dirigeant bénévole, parce qu'on s'est dit au moins, il y aura toujours 2 fonctions ressources. Donc, pour le coup, président, vice-président. Pour l'UNAT, c'est quelque chose qui a bien fonctionné en fait et qui n'a pas non plus mis la pression sur, voilà, sur un dirigeant bénévole en particulier. Et qui a fait que je pense que la personne ne s'est pas sentie seule à certains moments, parce que parfois, oui, on ne peut pas forcément répondre, être disponible immédiatement dans la journée en déplacement. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Mais il faut garder à l'esprit qu'effectivement, c'est un alternant, donc c'est un tutorat, c'est un accompagnement à l'apprentissage. Ce n'est pas du management d'un salarié classique, effectivement. Voilà. On recrute quelqu'un qui a des compétences, mais surtout des capacités à. Et du coup, ça nécessite quand même effectivement un accompagnement assez rapproché, et je dirais même une formalisation finalement de cet accompagnement-là, à la fois pour lui permettre de progresser, mais aussi pour sécuriser le fonctionnement de l'association. Alors, je m'explique. L'alternant, il n'est pas là tout le temps, en fait. Donc, pour nous, par exemple, la personne, 1 semaine par mois, elle n'était pas là. Pour autant, les adhérents continuent à appeler, pour autant, les projets continuent à courir, et on ne peut pas toujours mettre entre parenthèses la période de formation à l'université, en centre de formation. Donc, effectivement, ça peut demander un pilotage un peu organisé, un peu rapproché, d'où nous, le binôme en fait, d'accompagnement qu'on avait choisi de déployer. Et pour le coup, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, parce qu'effectivement, la personne, bien qu'étant organisée, là, elle est confrontée à l'emploi et elle est confrontée à la formation. Et du coup, ça nécessite quand même des temps de disponibilité pour aider cette personne. Elle n'effectue pas qu'un travail, elle suit des cours, elle a elle-même des travaux à rendre. Donc, effectivement, ça nécessite un accompagnement un peu plus structuré que simplement se rendre disponible. Mais pour autant, c'est extrêmement facile, parce qu'on connaît d'emblée les périodes d'alternance. Donc, pour le coup, on n'a pas de difficulté effectivement particulière à ce niveau-là. Moi, j'avais envie de partager en clôture, parce que je crois que je suis ric-rac dans les temps. Merci Hélène. Juste qu'en fait, pour le coup, on a décidé, cette expérience nous a amené à recruter de façon permanente. Et même, je dirais, de reprendre une alternance, donc en plus, au final. Donc, plutôt voilà, convaincue en fait du recrutement en alternance, notamment quand on a des projets dédiés, quand on travaille sur les valeurs, et je sais qu'aujourd'hui, autour de la table, c'est le cas d'accompagnement de la personne, etc. Donc, pour nous, c'est plutôt une chouette chose. Et pour le coup, au sein de l'UNAT, on a même mis en place une commission emploi-formation-territoire qu'on ouvre en fait à nos adhérents de l'UNAT pour travailler avec eux sur leurs besoins en recrutement. Donc, bien sûr, appuyé par l'ensemble des partenaires. Donc là, par exemple, on a mené une enquête récemment parce que dans nos secteurs d'activité, on a des gros soucis de recrutement, et l'alternance peut être aussi une des réponses aux difficultés de recrutement qu'on peut rencontrer à certains moments. Et effectivement, à l'UNAT, on rentre dans quelque chose d'un peu plus large que pour la seule structure associative UNAT régionale qu'on porte, mais effectivement pour réfléchir un petit peu plus collectivement à répondre à nos besoins et aux besoins de nos adhérents. Voilà, donc plutôt quelque chose d'extrêmement encourageant pour l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup pour ce retour très positif et ce retour d'expérience bien détaillé qui permettra à nos participants un éclairage, je pense, détaillé sur les modalités de montage de projet et aussi d'accueil. Je reviens juste sur une ou deux choses, mais je pense que l'ensemble des participants pourra aussi réagir en fin d'intervention.
Ce qui m'a marqué, Hélène, c'est que vous avez cité différents acteurs de l'accompagnement clés dans le montage du projet, l'OPCO, Uniformation, mais aussi du coup la tête de réseau, l'UNAT, qui a permis par la suite d'avoir cette réflexion avec d'autres acteurs plus largement. Donc, très intéressant. Et vous avez justement éclairé aussi votre témoignage à partir aussi du choix, enfin de la modalité du parcours que vous avez pris pour accueillir cet alternant, et vous avez parlé du choix de la formation qui est parfois qui est clé dans ce projet d'apprentissage. Et on a voulu justement aujourd'hui avoir également l'éclairage, non pas de l'ensemble des formations disponibles en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'alternance, mais au moins d'un secteur de formation. Et donc, on accueille Florence Feutry, qui est directrice du CFA de l'Université Lyon 2, à savoir Lyon 2 qui développe l'alternance sous contrat salarié et qui a notamment créé son propre CFA qui est actif depuis la rentrée 2020. Également, on souligne que l'IUT de Lyon 2 est le seul en France à proposer des formations exclusivement en alternance et donc qui s'est engagé ces dernières années dans une politique volontariste d'ouverture de nouvelles formations en alternance qui sont inscrites dans le projet d'établissement. Donc, je remercie Florence Feutry pour sa présentation et je vous cède la parole. Bonjour, donc Florence Feutry, directrice du service commun formation continue et du CFA Lyon 2. Donc, le CFA a été effectivement inscrit dans les statuts en 2019 avec justement la réforme de la formation professionnelle et la libéralisation de l'apprentissage. Et le CFA est opérationnel, le CFA de Lyon 2 est opérationnel donc depuis la rentrée 2020. Je vais vous présenter notre offre de formation et les principes. Vous voyez? Oui, parfait. Merci. Voilà. Donc, au niveau de l'Université Lyon 2, on accueille tous les ans plus de 28 000 étudiants en formation, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle dans notre établissement. On est multisite puisqu'on a un site à Porte des Alpes et Berges du Rhône, donc ici, quai Claude Bernard. On intervient dans différentes disciplines que sont les arts, lettres et les langues, le droit, l'économie, la gestion, les sciences humaines et sociales, sciences et technologies et santé. On a différents types de diplômes, donc des bachelors qui sont portés par l'IUT, des licences générales, des licences professionnelles et des masters. On va retrouver des formations en alternance uniquement au niveau des bachelors, des licences professionnelles et des masters. On n'en a pas encore, on n'en a pas en licence générale. Voilà. Et donc, on a différents types d'établissements au sein de l'université, l'IUT, plus d'une trentaine de laboratoires et plus d'une dizaine d'UFR ou de composantes donc, qui vont reprendre en fait les différentes disciplines que j'ai citées auparavant. On permet en général à l'ensemble de nos étudiants ou aux demandeurs d'emploi ou salariés en fait, d'intégrer nos formations en alternance, soit sous forme de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. On peut avoir des formations 100% en contrat en apprentissage ou 100% en contrat de professionnalisation. En fait, c'est le volume horaire qui va les distinguer. En contrat d'apprentissage, chez nous, en fait, cela relève de la formation initiale puisque le contrat d'apprentissage relève à la fois du code de l'éducation et du code du travail. Et en contrat de professionnalisation, donc ça relève de la formation continue et là on parlera de stagiaires de la formation professionnelle comme pour les salariés qui par exemple entreraient en formation continue dans nos formations. Tout à l'heure, on parlait des maîtres d'apprentissage et des tuteurs entreprises. Dans nos formations en alternance, en fait, dans chacune de nos formations, on a un tuteur académique qui est nommé pour suivre en fait chacun de nos étudiants, soit en apprentissage ou de nos stagiaires formation continue tout au long de l'année. Et donc, il va assurer les visites en entreprise et s'assurer en fait que les missions, les situations d'apprentissage sont cohérentes avec le référentiel de formation.
Alors, parmi nos formations en alternance, on a les formations de l'IUT, donc les bachelors, ce que je citais tout à l'heure. On va retrouver des bachelors donc, en gestion des entreprises et des administrations, donc des formations qui sont susceptibles de vous intéresser, mais aussi dans le domaine de l'hygiène, sécurité, environnement, de la qualité, de la logistique industrielle, logistique, management de la logistique et des transports, et tout ce qui est statistique et informatique décisionnelle, ce qu'on retrouvera un peu plus tard aussi, en fait, dans le cadre de master. En licence professionnelle à l'IUT, donc les métiers de la GRH, collaborateur en gestion des ressources humaines, les métiers de l'industrie, gestion de la production industrielle, les métiers du décisionnel et de la statistique, de la logistique et système d'information, pilotage des flux et qualité, hygiène, sécurité, santé, qui sont également en apprentissage au niveau des buts. Il faut savoir que seules les 2e et 3e années sont en apprentissage. Donc, historiquement, on avait uniquement de la formation en apprentissage à l'IUT, puis peu à peu se sont développées les formations en apprentissage au sein de l'établissement. Donc, on a quelques UFR qui ont commencé à ouvrir leur formation en alternance. Et donc, depuis 2019, on a inscrit dans le cadre du projet d'établissement le développement de l'alternance. Et on a de plus en plus de formations qui ouvrent à l'alternance. En 2020, on a ouvert 6 nouvelles formations en alternance. Une en 2021, et dans le cadre de la rentrée prochaine, on a 13 nouvelles formations qui ouvrent à l'alternance. Voilà. Donc, on a aussi des licences professionnelles qui sont portées par nos UFR. Donc, en fait, on a plusieurs UFR qui offrent des formations en alternance. Donc, par exemple, à Temps et Territoire, on va retrouver les métiers de la protection et de la gestion de l'environnement, guide conférencier, les métiers du tourisme et des loisirs, les métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc ça, ce sont des formations qui sont susceptibles de vous intéresser aussi dans le cadre associatif. À l'ICOM, peut-être moins les métiers de la mode, les métiers de la communication, chef de projet, donc logiciel libre et conduite de projet. À l'UFR de langue, les métiers du tourisme, commercialisation des produits touristiques, négociation, commercialisation des prestations touristiques, donc qui peuvent aussi intéresser éventuellement le secteur de l'associatif. À l'ISPEF, on sera davantage sur les métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle. Donc là, on vise plutôt les collectivités territoriales. À l'UFR de Troyes, on a plusieurs formations donc, qui ont ouvert à l'alternance récemment, notamment contentieux, recouvrement, assistant juridique. On a encore les métiers de la gestion et de la comptabilité, les métiers du BTP. À l'UFR de sciences, économie et de gestion, on a surtout les filières monnaie, banque, finance, assurance, banque, finance, chargée de clientèle et management des transports et de la distribution. À l'IETL, on retrouvera une licence professionnelle, activité juridique, métier du droit social, et à l'ESLA, technique du son et de l'image. Donc là, c'est une mention qui est proposée en alternance, mais avec la Cinéfabrique. Sur les masters, on a le master économie sociale et solidaire, donc qui est un master qui répond aux attentes du milieu associatif, et on est en lien avec Uniformation, puisque on avait rencontré à l'époque notamment donc Uniformation dans le cadre de l'ouverture de cette formation. Des formations monnaie, banque, finance, qui vont moins vous intéresser, en droit social, sciences de l'eau, archéologie, tourisme, management durable des territoires et produits touristiques. Donc, on va retrouver des chefs de projet. Marketing digital business, commerce international en langue. Donc, ça, c'est nouveau. Ça va ouvrir à partir de la rentrée prochaine. Des masters en droit social, je les ai déjà cités. À l'ICOM, des masters qui sont susceptibles de vous intéresser comme direction de projet ou d'établissement, développement de projets artistiques et culturels internationaux. En information communication, un master en gestion éditoriale et communication Internet, donc, qui peut aussi avoir un intérêt. Nouvelles pratiques journalistiques. Et ensuite, on a 2 masters donc, qui sont davantage orientés sur l'intelligence artificielle. Donc, le Machine Learning for…
je ne vais pas le dire, Machine Learning for Artificial Intelligence et le mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Sciences éco et gestion, on va retrouver le Money Bank Finance, l'économie sociale et solidaire, je l'ai mis 2 fois, pardon, et économie de l'environnement, de l'énergie et des transports. Donc là, on est plutôt sur les transports logistiques, industriels et commerciaux. Donc ça, c'est un nouveau master qui ouvre aussi en fait en alternance à la rentrée prochaine. Et on en a un dernier en droit qui est le master droit privé, contrat des événements sportifs et culturels. Donc, selon les masters, on en a, et les licences pro, on en a qui sont 100% en alternance. On en a d'autres qui sont mixtes, c'est-à-dire qui vont intégrer à la fois des alternants et des étudiants en formation initiale. Voilà, au niveau des chiffres d'insertion, bien effectivement, il faut savoir que dès lors que les étudiants sont en alternance, ils ont beaucoup plus de chances en fait de rentrer sur le marché de l'emploi, hein, puisque on a souvent en fait des alternances qui se pérennisent chez l'employeur. Et voilà. Et donc, on a un taux de réussite de 91%. Les modes d'accès au premier emploi, donc c'est stage dans l'entreprise. Donc pour 30%, en fait, hein, ce sont soit des étudiants qui ont fait leur stage dans l'entreprise, soit en fait ont suivi une alternance pendant leur année. Et en fait, ils vont occuper en général des emplois de techniciens, agents de maîtrise, voire cadres, en fait, pour la plupart. En licence professionnelle, donc, et en master, on sera surtout sur des publics cadres. Donc, un taux d'emploi à l'alternance de 98% quand même. Et donc, toujours par le mode d'accès, donc stage ou alternance en entreprise. J'ai oublié quelque chose. J'ai ajouté un élément. Oui, donc il faut savoir qu'en fait, la plupart de nos étudiants en alternance, en fait, en Master 2, donc forcément, sont issus des Master 1, hein, puisqu'en fait, il n'y a pas d'évaluation entre le M1 et le M2. On a un Master 2 qui ouvre en alternance sur le M1 et le M2, donc ça va être le premier cette année, donc c'est le MIH. Et en licence pro, en général, notre vivier, en fait, est issu des licences 2 ou des licences 3, en fait, donc des étudiants de Lyon 2, pour beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florence Feutry pour cette présentation des différentes formations qui sont très diverses et en même temps qui sont une vraie offre pour les différentes associations sur les différentes compétences qu'on peut retrouver dans les formations proposées en alternance. Et merci également pour cette ouverture puisqu'on voit que de nouvelles formations s'ouvrent et ce développement cesse de s'enrichir à l'université. Donc c'est une chance aussi pour les associations d'être au courant, de mieux connaître, de se tourner vers l'université pour mieux connaître ces différentes offres. Et donc, je vous propose d'accueillir maintenant Alice Deloffre Blonde de Habitat et Humanisme pour un second témoignage sur l'accueil d'un alternant dans la structure. Donc, Alice, vous êtes responsable du département partenariat à la Fédération Habitat et Humanisme, à savoir que Habitat et Humanisme est un mouvement national qui œuvre à répondre à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté, et qui agit en faveur du logement, de l'insertion et des récréations des liens sociaux. Et donc, vous avez vous-même accueilli plusieurs alternants au cours de votre expérience professionnelle et on souhaitait vous proposer donc, de revenir sur ce rôle de tuteur, les différentes modalités et les perspectives aussi pour l'équipe, pour la structure par rapport à cette option de l'alternance. Alice, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Eh bien, oui, je vous remercie de me laisser la parole sur cette expérience que je vis depuis plusieurs années maintenant d'accueil d'alternants. Donc, en effet, je travaille à la Fédération, au pôle ressources financières et communication. Donc, la Fédération est basée à Caluire, à côté de Lyon, et nous sommes à peu près 140 salariés bénévoles.
Voilà. Donc moi, je travaille au sein d'une équipe de salariés, bénévoles et mécénats de compétences. Donc c'est un mix assez intéressant. Et donc alternants aussi, qui sont assez présents au sein de la fédération. Alors, par exemple, pour cette année, on a 18 jeunes aujourd'hui en insertion formation, dont 9 alternants, 2 jeunes en contrat professionnel et 7 apprentis. Ils sont, alors les structures d'où viennent ces jeunes, donc c'est l'école 3A, l'IAE et Sciences U. Donc pour ma part, donc moi j'ai pour mission de gérer toutes les relations de partenariat avec les mécènes nationaux et d'animer le réseau des 56 associations Habitat Humanisme sur le territoire en matière de développement du mécénat. Et donc, c'est vrai que l'activité a beaucoup augmenté ces dernières années et voilà, il était bienvenu le fait de pouvoir justement accueillir un alternant sur ces missions qui sont, voilà, qui sont des missions vraiment de relations, beaucoup à la fois avec les associations, puisqu'on anime tout ce réseau d'associations, mais aussi de relations avec des mécènes. Voilà, donc alors comment on agit en termes de recrutement? Alors c'est vrai que bon, on fait une fiche de mission, je dirais comme un salarié classique, hein, puisqu'il s'agit bien d'occuper une mission professionnelle qu'on va publier sur les sites en effet des universités avec lesquels on est régulièrement en relation, puisqu'on a des profils, beaucoup de candidats plutôt de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Alors, le jeune que j'ai déjà accueilli donc 2 jeunes en alternance. Actuellement, j'accueille une jeune fille qui est donc en alternance à l'école 3A, en formation à l'école 3A et donc dans les locaux d'Habitat Humanisme 2 semaines sur 3. Et sa mission est à la fois une mission de suivi des relations entreprises mécènes, de prospection de nouveaux mécènes. Il y a une part aussi d'événementiel et enfin d'animation de réseau, de relations avec tout un réseau de bénévoles aussi au sein des associations Habitat Humanisme. Alors, comment se fait ce management? C'est vrai que c'est un management assez particulier, puisque comme l'avait déjà énoncé Hélène Anglaré, la particularité des alternants est justement cette alternance entre le temps de formation et le temps de travail. Donc ça, il faut en avoir conscience, puisque ça veut dire qu'il faut déjà que le jeune que vous allez recruter soit assez organisé. Voilà, organisé dans sa tête, organisé dans sa façon de travailler, ou alors qu'il soit suffisamment flexible pour justement s'adapter à ce type d'organisation qui est, je pense, surtout pour des jeunes, pas facile à mener. Voilà. Mais par contre, qui est très, très formateur. Et donc, en tant qu'encadrant, il faut, surtout au début, les premiers mois, bien intégrer cette alternance pour que la période où, en effet, le jeune n'est pas là, il n'y ait pas de souci, justement, de suivi des missions qu'on lui a données et qu'à son retour, la 4e semaine, il revienne et que là, il soit submergé par des problèmes ou des dossiers à gérer. Donc, la personne qui encadre doit être déjà bien au courant des dossiers suivis par ce jeune et l'aider à s'organiser aussi, à programmer des rendez-vous, d'anticiper. Donc voilà, il y a un gros travail d'anticipation qu'il faut mener avec la personne en formation. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'à ses débuts, je dirais c'est comme tout salarié, mais en particulier pour ces jeunes qui, pour la première fois, peut-être travaillent vraiment en entreprise dans des missions à temps plein, de les accompagner dans leur insertion dans l'équipe. Pour nous, c'est d'autant plus important qu'on a alors, beaucoup aussi de bénévoles, donc il y a beaucoup de brassage, hein, de différents profils. Donc, il faut voilà, vraiment les accompagner dans leur insertion. La mission, en plus de la personne en formation, est beaucoup en interaction avec beaucoup de services de la fédération. Donc, voilà, il faut voilà, ne pas lésiner au départ à bien l'informer des tenants et aboutissants de l'organisation pour qu'ils s'intègrent le plus rapidement possible. Et voilà, je dirais, ouais, vraiment pour moi, la clé, c'est vraiment de l'accompagner dans le rythme de travail, voilà, qui est assez complexe, je pense, au début pour un jeune qui arrive dans ce dispositif d'alternance. Voilà.
Alors pour ça aussi, on mène des points. Alors moi, alors c'est vrai qu'on a des points aussi qui sont faits avec l'organisme de formation, hein, puisque on est amené aussi à garantir qu'ils suivent bien les formations. On nous informe éventuellement des cours qu'il aurait ratés ou ils n'auraient pas été présents. Donc voilà, c'est aussi ce rôle-là qu'on a de veiller à ce qu'ils suivent aussi cette formation de façon assidue et régulière, puisque ça fait vraiment partie d'un tout. Et donc, moi, avec l'école 3A, en tout cas, j'ai au moins 2 rendez-vous dans l'année pour faire un point d'étape sur la mission. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'on avait donné au départ? Est-ce que le jeune, voilà, l'étudiant est bien en accord avec les missions qui ont été données? Voilà, peut-être les difficultés qu'il peut rencontrer. Voilà, ça permet de faire des points d'étape, ce qui est assez, je trouve, voilà, très bien à la fois pour l'employeur et pour le salarié. Ce que je peux dire aussi sur les profils, en tout cas des jeunes que j'ai pu accompagner jusque-là, je constate que ce sont des profils qui sont assez autonomes dans leur façon de travailler, puisqu'ils ont ce souhait de travailler en entreprise assez rapidement. Donc, je pense qu'ils ont voilà, une certaine autonomie pour intégrer une mission en entreprise. Ils sont en plus souvent motivés, puisqu'ils ont le souhait justement d'avoir une mission en lien vraiment avec la réalité économique de l'entreprise. Et c'est vrai, pour certains d'entre eux, quand ils sont en fin de parcours de formation, c'est aussi des jeunes qui peuvent venir avec le souhait d'être embauchés à terme de la mission. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, je pense, voilà, selon le niveau de formation des jeunes, qu'il peut y avoir aussi une opportunité d'accueillir des jeunes et qui testent aussi la mission que vous leur proposez pour qu'à l'issue, éventuellement, une embauche puisse être confirmée. En conclusion, moi, je dirais que c'est très agréable de travailler avec des alternants. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant, à la fois, je pense, pour l'alternant, parce que voilà, concrètement, il plonge dans l'univers de l'entreprise et il se forme en même temps, ce que je trouve très intéressant pour lui. Il a rapidement aussi un niveau de responsabilité, puisque là, moi, notamment, j'ai une alternance sur 2 ans, donc ça permet vraiment pour elle de rentrer vraiment dans le cœur de la mission et au fur et à mesure des mois, de lui confier une vraie autonomie dans son travail. Et en effet, pour l'alternance, c'est aussi éventuellement des perspectives d'emploi à l'issue de sa formation et de son alternance. Et enfin, pour l'entreprise, ce sont souvent des jeunes qui sont assez engagés, de ce que je constate, hein. C'est comme une embauche, mais en effet, ils font vraiment le choix de la bonne entreprise en lien avec leur formation. Du coup, ça crée une vraie dynamique au sein des équipes. Nous, on a donc pas mal, en effet, là, de jeunes en alternance. Ils se connaissent tous, il y a une vraie dynamique. Il y a un vrai, ça donne vraiment un effet jeune, hein, très sympathique au sein des équipes de la fédération. Et puis d'entraide aussi, on constate beaucoup d'entraide entre eux, donc c'est plutôt positif. Et enfin, le fait aussi qu'ils se forment, ça nous apporte aussi pour nous des éléments aussi de compétences extérieures, actuelles, sur voilà, des façons de faire, des modes projet, une connaissance aussi du secteur sur lequel on travaille, qui peuvent nous apporter dans le cadre voilà, de ce double module alternance et formation. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage et pour ce témoignage concret, ces illustrations. Et on va terminer le tour des intervenants avec Clémence Arnaud de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui va nous présenter la semaine de l'alternance, puisque cet événement, ce webinaire a été construit dans le cadre de la semaine de l'alternance proposée par la CRES Auvergne-Rhône-Alpes. Clémence, à toi la parole. Merci Amélie. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, super. Donc tout d'abord, je voulais remercier le mouvement associatif et le groupe PMAE d'avoir organisé cet événement, et aussi aux témoins du coup d'avoir pu apporter leur retour d'expérience et leur expertise sur le sujet. À la CRES, cette semaine de l'alternance et des formations en ESS a été créée il y a 2 ans. D'abord, dans un premier temps, pour permettre aux jeunes de s'orienter dans l'économie sociale et solidaire, de trouver des formations dans lesquelles ils pouvaient retrouver
un volet d'apprentissage sur l'ESS, mais aussi du coup aux structures de l'économie sociale et solidaire pour leur permettre de mieux connaître le principe d'alternance et faciliter l'usage de ce type de contrat qui peut représenter de belles opportunités comme ça a été montré grâce aux différents exemples d'aujourd'hui. Donc cette semaine de l'alternance et des formations en ESS, elle met à l'honneur les formations en ESS, mais il peut y avoir du coup plein de types d'alternance différentes finalement dans les structures de l'ESS. En dehors de cette semaine, la CRES a un outil qui est son site internet Ambition ESS, qui propose un onglet emploi qui vous permettra de déposer vos offres d'alternance si vous en avez. Et puis, également un onglet formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une liste de formations qu'on essaye de tenir un maximum à jour, des formations du coup en ESS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc cette liste n'est pas exhaustive, mais elle vous permet d'avoir un bon tour d'horizon de ce qui est proposé dans la région. Et ça me permet au passage également de reparler en effet du rythme d'alternance qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on choisit la personne avec qui on va travailler. Et donc, pas toutes les écoles sont sur le rythme une semaine, 2 semaines. Voilà, il y en a qui proposent des petites choses un peu différentes. Ça vaut le coup de se renseigner et de regarder. Voilà, merci pour cet événement. Merci beaucoup, Clémence. Et du coup, on a 20 minutes devant nous pour un temps d'échange et de questions-réponses avec l'ensemble des participants. Donc, si vous souhaitez faire votre propre tour d'expérience, partager à l'ensemble des participants votre propre tour d'expérience sur l'accueil d'un alternant ou sur les questions que vous avez, merci de bien vouloir lever la main et on vous donnera la parole. En attendant, on a déjà noté 2 questions dans le chat à destination des intervenants que j'essaye de retrouver. Alors, les questions qui ont été soulevées, notamment. Donc, une question pour Jean Bajard. Vous avez mentionné l'aide exceptionnelle de 8 000 € de l'État pour tout contrat conclu avant fin juin, en effet. Est-ce que, par ailleurs, il faut impérativement que le contrat débute avant le 1er septembre 2022 ? Vous avez en effet mentionné que le contrat pouvait commencer quelques semaines après. Est-ce qu'on a une date à laquelle, obligatoire à laquelle le contrat doit commencer ou bien est-ce que ça reste encore flexible ? Je vais renvoyer sur l'aspect juridique de cette aide exceptionnelle et les éléments qui sont indiqués notamment sur le site de l'État. L'aide est bien déclenchée pour tout contrat qui sera signé avant la date du 30 juin. Lorsque l'on signe un contrat, lorsque l'on conclut un contrat d'apprentissage ou un contrat pro de moins de 30 ans, souvent, on fait signer le contrat le jour même où il attaque, où le jeune ou la jeune attaque, mais en fait, on peut tout à fait le faire signer en amont et avoir une date de démarrage du contrat qui peut être tout à fait les semaines après. Le cas du je signe le 30 et je fais démarrer mon contrat le 1er septembre, on va en avoir beaucoup, puisque c'est cette date butoir qui a été notifiée. Toutefois, derrière, on peut tout à fait signer son contrat fin juin et démarrer avec le jeune en même temps que sa formation qui démarre le 1er septembre. Ce n'est pas infaisable, on considère que c'est un délai raisonnable entre le moment où on signe ça avant l'été pour cadrer les choses avec le jeune et on le fait démarrer au tout début septembre. Moi, ce n'est pas moi en tant qu'OPCO qui vous donne cette info, c'est ce qui est noté sur le site de l'État et ce qui est l'élément juridique. Donc moi, je n'ai pas de positionnement à avoir justement par rapport à ça. C'est important d'avoir cette notion-là.
Et puis, je crois qu'il y avait une autre question, j'avais vu sur cette aide exceptionnelle, combien de temps elle dure? Eh bien, elle n'est que sur la première année du contrat. Donc, si on est sur un contrat de 2 ans, bah, la deuxième année, il n'y a pas cette aide exceptionnelle. Ça, c'est le premier point. En revanche, quand je vous ai présenté les aides tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait d'autres aides qui prenaient le relais, qui étaient en fait les aides de départ sur ces contrats en alternance avant qu'il y ait la crise sanitaire et la mise en place d'aides exceptionnelles. Donc, si après vous rentrez dans les clous vis-à-vis des aides, j'ai envie de dire, normales, et ben, sur la deuxième année, vous pouvez toucher ces aides normales si ça rentre dans les clous. Je vais prendre un exemple tout bête, un BPGEPS dans l'animation, qui est un diplôme qui se prépare souvent sur un contrat de 18 mois. Eh bien, la première année, on aura l'aide exceptionnelle. Et les 6 mois suivants, pardon, on aura l'aide apprentissage lambda qui a toujours existé pour le contrat d'apprentissage. Parce que cette aide lambda, elle n'était versée que pour les structures de moins de 250 salariés et pour les diplômes qui soient inférieurs ou égaux au bac. Vous voyez, on rentre dans ces catégories un peu techniques, mais j'ai pris un exemple où on a l'aide exceptionnelle et derrière, ça enchaîne avec 6 mois de l'aide lambda, on va dire, du contrat d'apprentissage. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des participants qui souhaitent prendre la parole pour un retour d'expérience, des questions aux intervenants ou des remarques générales sur ce thème de l'alternance? Alors, il nous reste, oui, Monsieur Thierry Clermont, vous souhaitez intervenir? Oui, bonjour, donc Thierry Clermont, animation régionale des missions locales. Bon, c'est plus un échange libre, c'est avec l'expérience d'Uniformation notamment et ou des partenaires. Quels sont les secteurs d'activité dans les secteurs que vous couvrez qui font le plus recours au contrat d'apprentissage? Et sinon, quels sont les principaux freins ou difficultés rencontrées? Enfin, voilà, pour savoir s'il y a des questionnements à lever ou à rassurer. C'est vrai que les témoignages sont plus que rassurants et éloquents sur toute la plus-value du contrat d'apprentissage notamment. Mais voilà, moi, ça m'intéressait d'avoir un échange libre plutôt sur ces questions-là. S'il y a des personnes qui veulent témoigner ou si Jean veut dire un mot. Oui, merci beaucoup. Jean, je vous laisse peut-être reprendre. Vous l'avez peut-être dit en introduction de votre présentation, mais peut-être un retour sur les chiffres que vous avez présentés en début de votre présentation. Si d'autres intervenants souhaitent également répondre ou d'autres participants. Vous voulez que je remontre peut-être les 2 premières slides qu'on avait passées très rapidement pour avoir, Oui, ça peut nous donner des éléments de Et réponse. ou par retour d'expérience, il y a plutôt effectivement des secteurs d'activité dans lesquels Eh bien, alors c'est vrai que sur cet aspect-là, un peu pour vous apporter on va dire mon témoignage terrain, on a des métiers qui sont bien évidemment en tension et pour lesquels le recours à l'alternance peut être intéressant. Là, on sera plutôt sur on va dire des métiers vraiment identifiés comme spécifiques d'une branche professionnelle. Je pense notamment à tout ce qui va être dans l'animation, les métiers d'animateur. On va avoir au niveau des crèches, tout ce qui est profil de personnel de la petite enfance. Dans la branche aide à domicile chez nous, on va avoir les intervenants à domicile. Donc là, on est sur on va dire, les métiers en tension et pour lesquels la partie, j'ai envie de dire, alternance peut être un palliatif intéressant. Après, au-delà de ça, vis-à-vis des structures, vis-à-vis des rencontres que j'ai pu avoir avec les différents CFA, le recours à l'alternance peut être parfois la possibilité de confier des missions spécifiques qu'on ne pourrait confier à une personne que l'on va recruter en CDI ou CDD
tout d'abord d'un point de vue financier, parce qu'on n'a pas assez pour pouvoir prendre quelqu'un, il faut appeler un chat, prendre quelqu'un en CDI à temps plein. Donc, on peut imaginer, et je pense notamment, c'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus, tout ce qui était métier dans la communication, par exemple, les missions dans la communication. J'ai pas mal, moi, d'associations pour qui le fait de recourir à un alternant permettait de développer cette partie-là, développer notamment la présence, la présence sur les réseaux, mais ça peut être la présence en général d'un point de vue communication. Bah, pour le coup, Thierry Clermont est bien placé pour le savoir sur l'aspect communication qui est très important sur les structures, mais je veux dire au niveau des missions, on peut imaginer confier ça à un alternant en veillant à ce que le tuteur puisse être par exemple quelqu'un ça peut être un dirigeant bénévole de la structure qui peut avoir alors, on va pas forcément chercher, et ça c'est faudrait plutôt avoir le témoignage du côté CFA, mais dans le cadre d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur pour le contrat pro, la personne peut ne pas avoir forcément le diplôme spécifique dans la communication. En revanche, il peut avoir un niveau de diplôme supérieur, généraliste, qui inclut des compétences dans la communication et une expérience plus ou moins dans le domaine, qui permettra de pouvoir tenir ce rôle. Donc, il y a des possibilités. Je veux dire, on n'est pas fermé. Si on se dit, bah ouais, mais j'ai personne qui fait de la com, comment on va faire pour prendre un alternant? Voilà, ça, c'est juste pour lever ce frein-là. Donc, j'ai pris cet exemple-là. Il peut y avoir aussi l'aspect développement dans un sens assez généraliste du terme. Comment développer les adhésions par rapport à l'association. Ça peut être également, et là je renvoie du côté de l'école 3A où j'ai eu l'occasion, ça peut être recruter un chargé de mission qui aura l'objectif peut-être d'aller chercher des nouveaux financements, de porter un projet spécifique de l'association, mais pour lequel on n'a pas forcément de financement dédié pour prendre quelqu'un en CDI ou en CDD pour pouvoir assumer cette mission. Voilà un peu les exemples vraiment terrain pour le coup, que je rencontre et qui matchent bien avec les petites structures. Alors c'est vrai que les personnes qui vont chercher un contrat en alternance, quand elles arrivent dans une école, elles ne pensent pas forcément au monde associatif. Et je pense notamment à tout ce qui est transversal en termes de mission, quand on a tout ce qui est formation type assistant administratif, etc. On pense tout de suite entreprise privée, on pense TPE, on pense grand groupe, mais on oublie que le tissu associatif peut tout à fait être une structure qui peut nous accueillir et pour lequel on aura une mission qui sera vraiment intéressante et aussi intéressante que ce qu'on pourrait trouver dans une entreprise privée avec 25 guillemets, mais vous comprenez un peu la logique. Hein. C'est voilà un peu j'ai envie de dire le ressenti que j'ai et ce qui se traduit notamment par rapport aux données que je pourrais vous montrer, si vous les voyez à l'écran. Tac. Hop. Je ne sais pas si ça apparaît bien. Oui. Ouais. Ou notamment sur, voilà, ça c'était au niveau national, j'ai pas fait le focus en aura, mais je veux dire, on avait des chargés de mission, on avait des profils administratifs, on a mon histoire de communication qui ressort, et quand on rentre dans le détail des branches, sur les structures hors branches, qui vont être ni plus ni moins que beaucoup d'associations, par exemple du mouvement associatif Rhône-Alpes. C'est des structures qui sont parfois sans convention collective et qui sont chez nous en termes d'adhérents. Et ben, les deux métiers qui étaient parmi les trois métiers, on avait chargé de mission, chargé de communication, personnel administratif. C'est pas moi qui le dis, c'est le sondage, le baromètre emploi. Donc, vous voyez, on est vraiment en phase par rapport à ça, et on le retrouve d'ailleurs dans d'autres branches, notamment comme je disais tout à l'heure, dans la branche éclat. On pouvait également retrouver par rapport aux chargés de mission. Tout à l'heure, on a eu l'exemple d'Habitat Humanisme qui est dans la branche HLA, et on retrouvait avec vous voyez, le chargé de mission, pareil, qui est dans des métiers, le deuxième métier le plus recruté. Donc voilà, ça, on est sur des données assez pragmatiques qui, je l'espère, peut faire avancer la réflexion de chacun. Peut-être également
en retour à cette question, si Hélène Angleret veut aussi revenir sur justement la commission que vous avez souhaité former au sein de l'UNAT, la commission emploi-formation, qui a pour objectif de faire un état des lieux justement sur les différentes manières de recruter et les profils. Est-ce que vous avez déjà identifié un ou plusieurs profils qui apparaissent voilà, un peu plus... Oui, effectivement, là, il y a quelques semaines, en réponse en fait aux alertes des adhérents de l'UNAT sur leurs difficultés en recrutement, on a relancé une enquête qu'on avait lancée en fait juste avant la période Covid, voilà, sur quels étaient les besoins d'appui en fait de nos adhérents. Sur le recrutement, mais le recrutement au sens large. Donc, effectivement, le recrutement direct, mais aussi, on avait quand même fait focus sur l'hypothèse de recrutement en alternance. Ce qu'on voyait déjà émerger il y a presque 3 ans se confirme aujourd'hui avec des besoins effectivement forts sur les métiers de la cuisine, les métiers de l'animation et les métiers au sens large de l'entretien, des locaux, des espaces verts. Et avec une volonté qui était déjà présente il y a 3 ans, mais qui l'est encore plus aujourd'hui, de recruter par le biais de l'alternance. C'est de toute façon dans les valeurs effectivement d'accompagnement de la personne voilà, qui sont portées par les structures adhérentes à l'UNAT. Donc c'est forcément quelque chose vers quoi ils vont naturellement. Mais pour le coup, il y a quand même cette appréhension de la part de nos adhérents, surtout en lien avec le montage financier. Voilà, des dossiers. Finalement, c'est quoi le reste à charge pour la structure? On a des adhérents qui sont des grandes structures, mais on a aussi des adhérents qui portent un seul salarié, en fait, et pour lesquels, effectivement, il y a des questions financières importantes et des questions d'accompagnement importantes qui peuvent émerger. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Je pense qu'on va pousser plus avant en mobilisant les réseaux autour de nous et donc effectivement les OPCO et dont Uniformation pour essayer de passer le pas et de lever les freins au recrutement en alternance en fait chez nos adhérents. Donc la commission s'est redynamisée à la sortie du Covid parce que malgré tout on avait un certain nombre de nos adhérents qui ont été largement impactés. Hein. Le milieu du tourisme a été fortement impacté par la crise Covid et on voit que là ça peut être une réponse qu'on pourrait envisager effectivement sur les difficultés en recrutement dans nos secteurs d'activité. Merci beaucoup Hélène. Joanne Moulin, vous souhaitez poser une question? Oui, bonjour à tous. Donc, Joël Moulin, vice-président des mouvements associatifs. Je remercie l'ensemble des participants et puis l'ensemble de l'équipe qui a préparé ce webinaire, qui est très intéressant. Alors, moi, j'avais quand même une petite question un peu, voilà, pour gratter un peu par rapport à ces phénomènes, enfin, je dirais ces phénomènes sociétaux. Parce que bien sûr, on a bien entendu tout le côté positif de l'alternance, côté formation, côté souplesse, côté etc., etc. Mais en même temps, est-ce qu'au sein de l'alternance, enfin au sein des dispositifs, est-ce qu'on se pose la question de l'utilité sociale et du devenir un peu au niveau sociétal de tous ces dispositifs qui sont succédés au fil du temps, tels que les emplois aidés, tels que les services civiques, tels que, etc., qui sont certes des dispositifs qui aident beaucoup, et notamment au niveau associatif, mais dans notre sens, est-ce qu'on ne rentre pas à un moment donné dans une sorte d'abus, en quelque sorte, de ces dispositifs, et notamment avec aussi la question des rémunérations, qui sont malgré tout quand même assez faibles, on a vu tout à l'heure par rapport, voilà, comment, en termes sociétal, moi, ça, je ne veux pas dire que je joue un peu l'avocat du diable, mais en même temps, personnellement, ça me pose quand même un peu problème en tant que citoyen, quoi, voilà. Merci. Merci beaucoup, Joël. Est-ce qu'un ou plusieurs intervenants souhaitent rebondir? Moi, je peux donner quelques infos juste par rapport, c'est intéressant ce que vous pointez. Il faut aussi se dire que l'alternance, là, si on revient un petit peu en arrière, juste par rapport notamment aux aides exceptionnelles qui ont été mises en place
et avec un certain effet d'aubaine, il ne faut pas se cacher par rapport à ça, puisque les aides étaient assez incitatives. Pourquoi elles ont été mises en place? C'est lors de la crise sanitaire, donc au démarrage de la crise sanitaire en 2020, après le premier confinement. Beaucoup d'employeurs ont commencé à, on va dire, annuler les promesses d'embauche ou tout du moins les promesses orales vis-à-vis des alternants en leur disant bah, je t'avais promis que je te prendrais à la rentrée. Là, l'activité est très compliquée. Je ne sais pas si je vais pouvoir t'embaucher. Moi-même, je suis en arrêt d'activité, etc. Donc, il y a eu c'est vrai, ce palliatif qui a été mis en place, qui a permis donc de pouvoir maintenir l'engagement et en fait, par là même, de pouvoir développer, puisqu'il y a pas mal d'associations qui finalement ont permis d'y aller, de franchir le pas. Donc, il y a eu cet aspect intéressant. Il n'empêche que la personne en alternance, que ce soit un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, n'en est pas moins un salarié. C'est un salarié de la structure avec les attentes que l'on en a en termes d'intégration, d'investissement, d'engagement. Et derrière, pour moi, il y aura deux utilités. Soit on va pouvoir bénéficier de ce premier recrutement en alternance pour faire un premier pas au niveau de la structure et pourquoi pas transformer ce contrat en CDI et en contrat pérenne, ou alors ça va pouvoir permettre aux jeunes, si on est dans le cas d'un profil jeune, à pouvoir acquérir cette première expérience qui lui permettra derrière soit de rebondir sur un deuxième emploi, soit de poursuivre après j'ai envie de dire son évolution. Alors, d'un point de vue justement utilité, je suis sur ces deux points. Et après, c'est vrai, profondément convaincu du bienfait de l'alternance. Ça reste un dispositif, ça reste un outil qui n'est pas meilleur que les autres, qui n'est pas moins bon que les autres, en tout cas qui correspond à une certaine demande et qui peut vraiment, pour moi, œuvrer pour l'insertion vis-à-vis des personnes et notamment des jeunes. J'ai fait un focus sur les jeunes, on n'oublie pas les personnes en reconversion. Un contrat pro, il n'y a pas de limite d'âge. Le contrat d'apprentissage pour quelqu'un qui est une RQTH, il n'y a pas de limite d'âge. Donc on peut être sur cette logique-là de pouvoir utiliser ces contrats pour repartir dans un nouveau métier, pour se recentrer sur voilà, une nouvelle dynamique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce que Florence Petry ou Alice Deloff, vous voulez réagir également à cette dernière intervention, question, en mot de conclusion? Peut-être Florence Petry? Non, je n'ai rien à ajouter en particulier. Merci. Merci. Et Alice, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, moi je pense que c'est un dispositif qui est vraiment, quand on voit tous ces jeunes qui viennent en effet travailler chez nous, je pense que c'est un vrai tremplin pour leur insertion professionnelle et qu'on aurait tort de s'en priver parce que c'est vraiment positif pour des deux côtés. Merci beaucoup. Ça nous du coup donne l'opportunité de passer à la conclusion et à l'ouverture, puisque c'est un webinaire qui se voulait aussi être une ouverture de réflexion pour les associations, pour les acteurs de l'accompagnement. Et donc, je passe la main à Laurie Austin de la CRES, avec qui on va essayer de faire une synthèse et une ouverture de l'ensemble des interventions et de ce que nous retenons de ce temps d'échange. Laurie, oui, merci Amélie. Je me fais un petit peu l'observatrice de ce webinaire, de ces 1h30 de contenu qui a été assez riche et très intéressant. Je vais aller rapidement aussi au but parce que je vois que l'heure est dépassée. Mais moi, ce que je retiens aussi de ce webinaire, c'est qu'on voit qu'il y a un vrai essor en fait aussi de l'alternance avec des dispositifs complémentaires, un déploiement d'aides à la fois exceptionnelles et puis qui vont aussi perdurer pour les structures notamment associatives. Il y a des nouvelles formations qui sont proposées, il y a des dispositifs d'accompagnement qui sont notamment sur le volet financier, mais aussi un accompagnement technique de la part des OPCO ou autres.
Donc, on voit que ça contribue en fait aussi à ce développement de l'alternance et qu'après, concrètement, dans la structure, finalement, qu'on soit dans une petite structure associative, comme l'a présenté Hélène tout à l'heure dans le cadre de l'UFCV, où finalement, on a des dirigeants bénévoles, etc. et on n'a pas beaucoup, on a une équipe très restreinte, ou qu'on soit finalement dans une grande structure, plutôt une grosse association comme peut l'être la Fédération Habitat Humanisme, qui a voilà, plusieurs alternants, apprentis, contrats d'apprentissage en cours. Les profils recherchés, finalement, vont se regrouper, vont se recouper. On va rechercher un profil avec de l'autonomie, une capacité d'organisation, une certaine polyvalence aussi et un certain engagement un peu en transversalité dans la structure. Donc, si je devais conclure là-dessus, je dirais que, en tout cas, de ce que vous avez pu apporter comme témoignage, on voit que l'alternance, c'est une expérience qui est enrichissante en fait pour les 3 parties, hein, que ce soit pour l'école, pour l'étudiant et puis ou la personne qui est en contrat d'apprentissage ou en contrat pro et l'entreprise ou l'association en fait. Mais ça nécessite effectivement de maintenir un lien fort entre ces 3 parties et puis une bonne organisation en fait pour le suivi de l'apprentissage. Donc, ça peut paraître aussi compliqué à mettre en place pour une structure, pour une petite structure, petite ou moyenne association, notamment, comme le disait tout à l'heure Hélène, sur le montage financier, sur le reste à charge, etc. Il y a des questionnements qui peuvent apparaître, mais on voit qu'on peut aussi lever ces freins en ayant accès à tous les dispositifs d'accompagnement qui existent et qu'une fois qu'aussi l'alternance se passe bien dans la structure, ça peut amener aussi après à une pérennisation de l'emploi et à la création d'emplois salariés qui restent dans la structure. Juste, nous, pour info à la CRES, on a aussi accueilli une alternante il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et voilà, maintenant, on lui fait une promesse d'embauche en CDI. Donc, l'idée, ce n'est pas justement de tourner avec des alternants sans arrêt, mais c'est plutôt de pérenniser les emplois une fois qu'on a formé pendant 2 ans quelqu'un, elle puisse rester aussi dans l'équipe. Merci beaucoup, Laurie. Je ne serai pas plus longue. Je voulais juste remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de construire un webinaire divers à travers les différents témoignages, mais avec des points clés, notamment le rappel des 2 dispositifs à disposition des associations et des entreprises qui sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Vous retrouverez dans les présentations les différentes nuances entre ces 2 dispositifs et les aides disponibles de l'État. Je vous rappelle qu'elles sont disponibles jusqu'à fin juin. Donc, il faut avoir signé le contrat d'alternance avant la fin juin. Et je remercie vraiment l'ensemble des témoignages pour avoir mis en exergue les points d'attention et les recommandations et les points d'étape à intégrer dans la construction de ce projet pour l'accueil d'un alternant qui, on le souligne une nouvelle fois, est une vraie opportunité pour recruter à l'issue et pour également développer de nouvelles compétences au service de l'association. Et enfin, je pense qu'on peut également mettre en évidence le rôle clé des différents acteurs qui sont présents sur l'ensemble du parcours. Donc, on a cité longuement les OPCO, Uniformation, l'AFDAS sont des acteurs d'accompagnement important pour le montage de projets, mais aussi la formation pour les tuteurs. Et d'autres acteurs importants, les formateurs et les écoles qui proposent ces formations. On a eu un très bel exemple du CFA et de l'Université Lyon 2 avec les diverses formations proposées. Et également le rôle important des têtes de réseau associatives vers qui il est toujours intéressant de se tourner pour échanger et mutualiser les bonnes pratiques et analyser ce qui fonctionne et ce qui peut être des freins. On espère que ce temps d'échange aura permis de soulever en tout cas et de répondre à un certain nombre de vos questions et d'imaginer de nouveaux projets dans vos structures. Une nouvelle fois, ce webinaire a été enregistré. L'ensemble des supports de présentation seront envoyés aux inscrits et seront disponibles sur le site internet
pme-aura.org. Et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous.